Samedi, à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, première mondiale de l'opéra La Beauté du Monde. Michel-Marc Bouchard, l'auteur que l'on connaît, en est le librettiste, et celui qui est responsable de la musique, c'est le compositeur Julien Bilodeau, à qui on souhaite la bienvenue. Julien Bilodeau, bonjour et bienvenue. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suppose que l'adrénaline doit couler à flot dans vos veines, dans vos artères. Ah oui, ça fait qu'on est dans la 4e semaine de production et puis c'est vraiment un feu roulant d'émotions. L'opéra se construit par couches successives. Vendredi dernier, on avait la dernière journée en salle de répétition. On a eu droit au premier enchaînement avec le chœur, les solistes et la pianiste. Et on a vu pour la première fois l'opéra se tenir debout, tout seul. Grand moment d'émotion pour tout le monde. Et puis là, on est rentré en salle samedi et l'orchestre est venu se joindre à nous lundi pour des services et hier soir, une musicale dans la fosse où on a entendu les solistes, le chœur et l'orchestre, tout le monde ensemble. Donc, c'est un crescendo dans la construction. Ce soir, c'est la pré-générale. Demain, c'est la générale. Et puis, la première, enfin, c'est samedi donc, mais je croise mes doigts parce qu'on l'a reporté 2 fois. J'y croirais pas tant qu'on ne sera pas sur scène. Julien, ma première question s'adresse à Sylvie, sera dans la fosse parce que c'est l'Orchestre métropolitain sous la direction de Zeitouni. Jean-Marie Zetouni, oui. Jean-Marie. Et ma première question, est-ce qu'il y a eu suffisamment de services pour rendre honneur à cet opéra? Ben, il va falloir. C'est sûr qu'il n'y a jamais assez de répétitions pour le rendu. produit, oui, mais il y a toujours un miracle qui se produit et la première, D'accord, Écoute, Julien? moi, je ça va trouve se ça passer. absolument incroyable. 2 choses à dire là-dessus. La première, c'est que les musiciens sont dans une situation qui les met sous pression, c'est certain, mais ils répondent avec tellement d'enthousiasme et de rigueur. J'ai jamais vu un orchestre performer comme ça en répétition. Et sous la baguette de Jean-Marie, ça facilite peut-être les choses parce que Jean-Marie et moi, on a travaillé beaucoup ensemble sur cette partition-là. C'est une partition qui est super exigeante. C'est un orchestre de 48 musiciens, mais j'aurais le goût de dire que quand on l'entend, on a l'impression qu'il y en a 65. Ça veut dire que on joue souvent, il y a beaucoup de notes et il y a aussi, c'est une partition qui est assez rythmique aussi. Mais on est arrivé à l'orchestre hier avec l'enthousiasme des 3 semaines qu'on avait eu en répétition et on avait le message à porter, c'est-à-dire celui qu'on tient quelque chose. On a vraiment quelque chose de beau à présenter. Et ça s'est bien communiqué aux musiciens qui donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Là, je suis en admiration devant le travail colossal qu'ils sont en train d'accomplir. Moi, je suis convaincu qu'on va arriver à bon point. Pour le bénéfice des gens qui nous regardent et nous écoutent en ce moment, il serait peut-être intéressant d'avoir un synopsis, un survol, si on veut, de l'histoire qui est racontée, la période où ça se passe. Alors, Julien. Alors, l'opéra brosse plusieurs thèmes, mais il se déroule dans un écrin historique véridique qui a eu lieu. C'est celui de la France de l'occupation, juste avant l'occupation et pendant l'occupation. Avant l'occupation, on raconte l'histoire de Jacques Jaujard, qui est le directeur des musées du Louvre, et qui, voyant l'ennemi arriver aux portes de la France, prépare l'évacuation de toutes les œuvres qui sont au Louvre. Donc, on parle vraiment de 4000 œuvres, des chefs-d'œuvre qui vont de la victoire de Samothrace, qui date de 2000 ans, un énorme marbre de 2 tonnes, jusqu'à la Joconde, cette petite toile toute fragile. Et donc, toutes ces œuvres sont pensées pour être cachées dans les châteaux en France, souvent derrière la ligne de démarcation. Et même une fois que la guerre est déclarée et que l'occupation a lieu, ils sont même déplacés parce que la ligne de démarcation change. Les Alliés aussi bombardent des fois des endroits. Donc, Jaujard se sera occupé de la sauvegarde de toutes ces œuvres, de l'évacuation, mais aussi s'assurer que pendant la période de l'occupation, ils étaient en sécurité. Donc, premier acte, j'ai le goût de dire. Deuxième acte, l'arrivée de l'occupant. Et là, le musée du Louvre et son voisin, le musée du Jeu de Paume, devient le dépôt
d'une entreprise macabre des nazis, celle de la spoliation des œuvres d'art des familles juives françaises. Donc, les nazis ont spolié les familles juives et les biens qui ont été saisis étaient rassemblés au musée du jeu de paume, notamment, où il travaillait une héroïne de l'ombre qui s'appelle Rose Valland, qui est la deuxième héroïne de le deuxième héros de notre opéra. Et donc, ces œuvres sont accumulées et sont triées selon les goûts du régime, selon les goûts du maréchal Göring notamment, qui pendant l'occupation est venu 20 fois au musée du jeu de paume, en fait, pour venir faire son magasinage, que ce soit pour sa propre villa ou que ce soit pour le musée que Hitler projetait de construire à Linz. Et Rose Valland, pendant cette période-là, qui s'échelonne de 40 à 44, 45 jusqu'à la fin de la guerre, en cachette, elle parlait l'allemand à l'insu des Allemands, justement, notait tout ce qu'elle pouvait voir passer. Ah, telle famille, les Picasso, telle... Et quand les œuvres quittaient le musée du jeu de paume pour tel train, pour telle destination en Europe, en Allemagne, elle notait le nom des trains. Elle a comme ça répertorié plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Et quand la guerre s'est terminée, ce sont surtout les Américains qui sont rentrés en Allemagne et Rose Valland les a accompagnés pour justement retrouver une bonne partie de ce trésor qui avait été volé. Et encore aujourd'hui, en fait, on utilise les notes de Rose Valland pour retrouver des œuvres, ou s'il y a des œuvres dont on ne connaît pas les propriétaires, ça devient un répertoire où on peut peut-être trouver une correspondance et dire, ah, voilà, c'était à la famille Weil, par exemple, ce genre de choses. Et dans le troisième acte, finalement, on résout d'une manière plus philosophique sur la beauté, la question de l'art dans nos vies. On incarne ça par le sauvetage d'un train qui a aussi fait l'objet d'un film et qui est aussi une histoire véridique, c'est-à-dire qu'un des convois vers la fin de la guerre a été intercepté par la résistance française, un convoi qui était rempli d'œuvres d'art. Il a été intercepté juste à la sortie de la gare de Paris. On se sert de cet argument-là, mais pour élargir à un propos qui est plus philosophique, comme je disais. Et finalement, c'est une réponse qui est longue, mais c'est un opéra qui est très, très chargé. Il y a toute la question, évidemment, de la tragédie humaine aussi qui traverse cette question-là. On ne pouvait pas parler de cette histoire-là, de cette histoire-là sans aborder la question de la tragédie humaine du génocide qui a eu lieu. Donc, c'est aussi une question qu'on aborde dans cet opéra-là. Voilà, voilà le résumé. J'ai essayé de faire ce court, mais... Et puis, tu nous as dit que cet opéra devait être présenté beaucoup plus tôt, mais étant donné la pandémie et tous les événements qui ont suivi, les fermetures de salles, etc., on a dû remanier toute la distribution parce que les gens n'étaient plus disponibles là, après. Ça devait être présenté d'abord en quelle année? Bien, ça devait être présenté en mars 21. Moi, j'ai terminé vraiment mon travail à l'automne 2020, puis je suis pas revenu à ça là, depuis, donc la partition était dans ma bibliothèque. Ça faisait très étrange de la ressortir comme ça 2 ans plus tard. Michel Marc et moi, on avait comme l'impression qu'on l'avait déjà fait, puis qu'on la refaisait une deuxième fois. C'était très bizarre, puis d'autant plus qu'entre-temps, j'en ai composé un autre. Alors, c'était comme... Et j'ai même eu peur en revenant à ça, en me disant, mon Dieu, j'espère que j'ai bien fait ça. Et Donc, puis, il n'y a pas de doute. Pardon? On parle de la distribution présente, là. Oui, alors à la base, on devait avoir Philippe Sly, Julie Bouliane, Marc Hervieux et tout ça. J'avais écrit aussi en fonction de leur voix. La dernière annulation a eu lieu il y a 6 mois. Alors, vous imaginez l'Opéra de Montréal qui fait des pieds et des mains pour faire la production quand même à 6 mois d'intervalle, impossible de trouver ou d'avoir la même distribution. Les chanteurs sont trop occupés, mais Michel Beaulac de l'Opéra de Montréal a fait encore une fois un tour de force. Il a rassemblé Damien Passe, qui est un baryton basse australien, mais qui est basé en France. Ensuite de ça, deux chanteurs issus de l'atelier lyrique, Matthew Dallon et puis Rocco, qui s'acquittent de la tâche merveilleusement bien. Alison McHardy, qui joue Rose Valland et qu'on a entendu à l'OSM et qui a fait aussi Dead Man Walking il y a plusieurs années.
Et donc, voilà, je crois que je fais presque le tour. Isaiah Bell, un ténor canadien extraordinaire, qui, lui, était prévu, a pu se libérer pour être là. Mais dans l'ensemble, la distribution est éclatante, même si on a dû changer. France Bellemare, qui Ben devait oui, être dans la première distribution et qui est encore qui disponible. est encore disponible. Oui, excusez-moi, vous avez parlé de qui? On parle de France Bellemare. Oui, France Bellemare qui était là, qui était là dès le début, avec qui j'ai travaillé dans The Brick and the Wall, que je voulais garder près de moi, qui a un rôle absolument dramatique dans cet opéra-là, où effectivement elle est là. Ben, je rappelle tout simplement que tu as aussi composé de la musique pour A Brick in the Wall. Oui. Floyd, ça aussi, c'est un travail de composition, mais aussi un travail d'arrangeur, parce qu'il fallait travailler autour de l'œuvre de Pink Floyd. Oui, c'était un travail qui se tenait sur une ligne mince où, je dirais pas arrangeur, il fallait vraiment se l'approprier. C'était vraiment un opéra d'équilibriste pour moi, où il fallait qu'il y ait à la fois la référence, mais comme l'art lyrique demande des ressources complètement différentes à celles de la musique populaire. Je ne suis pas un gros fan des arrangements, j'en ai fait, mais pour un opéra, je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Donc, je l'ai plutôt mis à ma main en essayant quand même d'insérer des éléments que les gens qui connaissaient l'album pouvaient connaître. Mais mon idée, c'était, si vous ne connaissez pas l'album, c'est pas grave. C'est même pas nécessaire. L'œuvre se tient tout seul en tant qu'opéra. Je me rappelle de t'avoir entendu dire ça à l'époque. Je mets une image à l'écran et ma question est la suivante. Comment s'est passé et comment va se passer la suite des choses avec Michel Marc? Ouais. Alors, Michel Marc, c'est un coup de cœur pour moi, incroyable. J'ai rencontré un homme extrêmement sensible, extrêmement talentueux, ça, j'invente rien, mais vraiment quelqu'un qui a le don de l'écriture pour l'opéra. Ça m'a renversé. Donc, il avait une expérience comme moi, j'en avais une. On s'est rencontrés un peu au même moment où on avait travaillé sur des projets qui étaient préexistants. Lui, il avait travaillé sur les Feuillettes, moi, j'avais travaillé sur The Wall. Et là, on était à la création pure, tous les deux. Et l'Opéra de Montréal nous a donné le temps de nous rencontrer artistiquement. Donc, il y a eu toutes sortes d'arrimages qui ont eu lieu. Et là, on est au stade où on a un dialogue fluide malgré les oppositions, c'est-à-dire qu'on discute, on grandit ensemble. Ça, c'est extrêmement précieux. Il y a une sensibilité musicale aussi qui est exceptionnelle. Alors, où on en est? Comme je vous disais, en fait, j'ai eu le temps d'en écrire un deuxième pendant la pandémie et c'est sur un texte de Michel-Marc Bouchard, donc c'est sa pièce La Reine Garçon que j'ai mis en musique donc et qui va être présentée à l'Opéra de Montréal en 2024. Alors là, les gens disent, mais 2 années de suite, Bilodeau Bouchard, il faut savoir que La Beauté du Monde devait être présentée il y a 2 ans, qu'il devait y avoir 3 ou 4 ans entre les deux là, pour laisser les gens respirer un peu de notre inspiration et de nos propositions artistiques. Mais La Reine Garçon nous amène complètement ailleurs. C'est sûr que c'est le même auteur, c'est le même compositeur, mais je veux dire, là, on est dans un opéra, La Beauté du Monde, choral, épique, historique, avec énormément de charges émotives. C'est presque un opéra de civilisation. La Reine Garçon, c'est un opéra qui est beaucoup plus soliste, qui fait appel vraiment plus aux personnages, au caractère des personnages, à leur singularité. Donc, dans ce sens-là, pour moi aussi, c'était intéressant. Il y a pas, je sens aucune redite là, dans ce que j'ai fait avec La Reine Garçon. Mais on va rentrer en atelier là, en janvier pour une production, donc en janvier 2024. Parlant de production, celle-ci est une coproduction entre l'Opéra de Montréal et le Musée du Beaux-Arts de Montréal. Est-ce que ce sera le même scénario pour ceux qui s'en viennent? Ben, pour celle de La Reine Garçon, c'est un projet qui a été initié par l'ancien directeur artistique du COC, Canadian Opera Company, Alexander Neef, qui maintenant est le directeur artistique de l'Opéra de Paris. Il a rencontré Michel-Marc Bouchard dans un événement. Et puis, si je me souviens bien, Alexander avait dit à Michel-Marc, donnez-moi des pièces, ça m'intéresse. Francophile, amoureux des arts, ce monsieur Neef. Et je crois, mais là, il faudrait demander à Michel-Marc, je crois que c'est Alexander qui dit, cette pièce pourrait faire un bon opéra. Et c'est comme ça que, et moi, je ne suis pas dans le décor du tout. Ça, c'est, je pense, au début des années, autour des Feuillettes, au début des années 2000.
12, 13, 14, quelque chose comme ça. Et donc, il travaille sur le livret. Et moi, quand je rencontre Michel Marc en septembre, pas en septembre, en 2016, le livret est orphelin. Et il me demande, est-ce que tu connaîtrais un compositeur? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que j'en connais un. Et je me souviens qu'il m'a donné le livret ce jour-là. Je suis allé au parc en face de chez lui. Je suis passé au travail. Je l'ai entendu tout de suite. Et là, je l'ai appelé. Puis j'ai dit, je m'en vais à Toronto. Je vais aller le voir, moi, Nive, puis je vais lui dire que c'est moi. L'histoire est courte, mais ça s'est passé sur quand même 3 ans là, avant que... Génial. Vraiment. Voilà. Très heureux pour toi, pour vous. Écoute, Julien, je suis très heureux qu'on ait eu cette conversation. On a surtout parlé de ton apport à cet opéra, qui, je le rappelle, sera une création mondiale dès samedi. Il y a des représentations qui sont prévues ensuite pour les 22, 24 à 19h30, évidemment à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Et le 27, c'est en après-midi à 14h. C'est ça. Alors, Julien, il ne reste plus qu'à dire, on peut peut-être le dire ensemble, toi, toi, Oui, toi. Toi. On rappelle que ce sera sous la direction du chef Jean-Marie Zetouni, l'Orchestre métropolitain, le chœur de l'Opéra de Montréal, et puis les fantastiques chanteurs avec la musique de Julien Bilodeau. Ça va être quelque chose à voir, Winston. Je pense que tu vas aimer ta soirée et j'invite tous les gens à y assister parce que la musique est merveilleuse et puis je prédis un beau succès à l'opéra. Je te laisse le mot de la fin, Julien. Ben, écoutez, manquez pas ça. L'Opéra de Montréal fait des pieds et des mains pour inscrire la création québécoise à sa programmation. L'Opéra de Montréal, depuis 10 ans, travaille à ça. Et La Beauté du monde, c'est un peu le fruit de tous ces efforts-là, parce que créer un opéra, c'est pas une mince affaire. Alors, c'est un événement, je crois, pour l'art lyrique au Québec, auquel on va assister. Donc, venez à la fête. Vous allez être bouleversés, je vous en fais la promesse.